Bonsoir. Pour changer le monde dans la révolution industrielle, disait Alexis Ohanian, il fallait juste ouvrir une usine. Dans la révolution Internet, poursuit-il, il s'agit juste d'ouvrir son laptop, un ordinateur. Mesdames, Messieurs, ce propos en dit long sur la place qu'occupe Internet dans la société aujourd'hui. Internet plus qu'un outil, un véritable enjeu de développement. Nous en parlons dans cette émission avec notre invité, M. Parou Batana. Il est consultant en sécurité informatique, également directeur de IPNet Expert, un cabinet informatique et centre de formation. Nous évoquerons avec lui l'impact de la révolution informatique sur la création d'emplois, mais aussi des offres de formation disponibles à IPNet Expert. Monsieur Batana, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également, bonsoir. Alors, la première question que j'ai presque envie de vous poser, Monsieur Batana, quand on parle aujourd'hui de révolution Internet, d'aucuns parlent plutôt de révolution informatique, qu'est-ce qu'on entend à travers cela? Est-ce qu'il y a des signaux aujourd'hui visibles de cette révolution? Oui, merci. Je voulais dire que l'humanité tout entière, et l'Afrique en particulier est rentrée depuis les années 2010 dans une nouvelle ère qui va être plus importante, qui va avoir plus d'impact sur l'humanité que la révolution industrielle. Et c'est ce qu'on appelle la révolution Internet ou encore la révolution informatique. Les signaux, il y en a beaucoup. Mais les tout derniers signaux qui viennent confirmer qu'il va se passer quelque chose de très surprenant dans les années qui vont venir, c'est l'émergence dans les pays africains subsahariens de technopoles ou encore appelés parcs informatiques. Alors peut-être avant d'arriver à ces parcs informatiques dont vous parlez, on parle aujourd'hui de statistiques qui sont quand même assez flatteurs en la matière. Il semble même qu'il y aura plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles en informatique. À quoi cela peut être dû, Monsieur Batana? Oui, en effet, que ce soit au Togo, en Afrique ou aux États-Unis, demain la question ne sera pas savoir est-ce qu'il y aura du travail pour la jeunesse. La question sera de savoir est-ce que les gens auront la qualification nécessaire pour avoir accès aux très nombreux emplois qui vont s'offrir. Si je prends l'exemple des États-Unis, d'après les chiffres publiés par Microsoft, qui eux-mêmes sont issus des statistiques de l'Agence nationale de l'emploi aux États-Unis, de la période de 2010 à 2020, il y aura chaque année 51 000 diplômés Bac plus 4 en informatique. Et le marché aura besoin de 122 000 diplômés en informatique Bac plus 4. Et plus généralement, jusqu'en l'an 2020, aux États-Unis, il y aura 1 million d'emplois sans travailleurs en informatique. Là, exactement comme les chiffres que les chiffres le montrent sur l'écran. C'est-à-dire que jusqu'en l'an 2020, donc chaque année, de 2010 à 2020, il y aura 51 000 diplômés qui vont sortir des universités américaines. Diplômés en informatique niveau Bac plus 4. Mais sur la même période, le marché aura besoin chaque année de 122 000. Le marché va offrir 122 000 emplois pour diplômés Bac plus 4 en informatique. Et cette tendance va perdurer jusqu'en 2020. Et en 2020, on aura à peu près 400 000 étudiants dans les universités américaines, mais pour 1,4 million d'emplois en informatique. Donc il y aura 1 million d'emplois. C'est clair à travers tout ce que vous dites, Monsieur Batana. On constate là que l'informatique sera vraiment le métier de demain. Hein. Tout à fait. Beaucoup d'analystes disent que l'informatique, l'un des métiers les plus demandés demain, ça va être l'informatique. Et tout à l'heure, j'ai parlé des États-Unis. Mais les chiffres, quand on voit, plus tard on aura l'occasion d'en parler certainement, au Ghana voisin, il y a un parc technologique qui a été construit à Tema depuis mai 2012. Le gouvernement espère créer 10 000 emplois là-bas. Un autre parc technologique vient d'être... la construction d'un second parc technologique à 30 minutes à l'ouest, à 30 minutes de route à l'ouest d'Accra, est en train d'être construit et ça va finir en l'an 2016. Et là, il y aura 50 000 emplois.
Le Kenya est en train, depuis janvier 2013, de bâtir une ville avec 7 250 milliards de francs CFA d'investissement et il y aura à terme 300 000 emplois en informatique. Alors, ce qui est quand même quelque chose de considérable, quand on parle d'informatique aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas un domaine qu'il faut négliger. Je l'ai dit, c'est un véritable enjeu aujourd'hui de développement. Mais cela dit, on suppose il va falloir des hommes compétents, des compétences vraiment avérées pour justement assumer toutes ces fonctions, toutes ces opportunités qui se présenteront. Tout à fait. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai oublié de mentionner le cas du Togo. Et dans nos pays, faute de statistiques, on ne peut pas avancer des chiffres, mais quand on regarde avec l'expérience que nous avons de ce que le gouvernement est en train de faire, notamment un investissement de 15 milliards. On parle notamment du projet e-gouvernement. Du projet e-gouvernement. Et en général, alors donc 15 milliards investis pour essayer de relier tous les ministères entre eux. En général, quand un gouvernement fait un tel investissement, la prochaine étape, c'est qu'il y aura l'informatisation des ministères et toutes les autres institutions qui vont se raccorder à ce réseau-là. Toutes les institutions qui ne sont pas encore informatisées vont l'être. Donc, la question se pose maintenant de savoir quels sont les domaines de compétences qui seront les plus recherchés. Très importante question. Aujourd'hui, si vous voulez, oui, vous voulez dire... Oui, allez-y, monsieur Batana. Tout à fait. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut diviser les domaines. En informatique, il y a grosso modo 4 gros domaines. Alors, avant peut-être d'y arriver, vous parlez de e-gouvernement aujourd'hui et de e-administration pour le Togo. Cela dit, au Ghana et dans d'autres pays, on est dans des projets encore plus fous. Vous aviez parlé de Hope City. Hope City. Alors, Hope City, c'est un investissement de 5 000 milliards de francs CFA pour construire une technopole, donc un parc technologique. Donc, c'est une ville qu'on est allé construire de zéro dans une brousse. Et alors, au centre de cette ville, il y aura 6 gratte-ciel. Le premier gratte-ciel aura 75 étages. C'est le plus grand building d'Afrique, y compris l'Afrique du Sud, Égypte, tout réuni. Le plus grand building d'Afrique, justement, on a un élément qui montre le projet conçu comme tel pour le Ghana en ce qui concerne Hope City. Je vais donc permettre de regarder un peu cette image et on revient derrière justement pour en parler, M. Batana. Le Ghana veut faire rimer espoir avec technologie. Dans la banlieue d'Accra, un projet ambitieux vient de démarrer en présence du président John Mahama, Hope City, une véritable ville composée de 6 tours dont la principale atteindra les 270 mètres. Il s'agira alors du plus haut gratte-ciel d'Afrique. À l'intérieur, des entreprises venant de l'ensemble du secteur des technologies. Lorsque les tours seront terminées à l'horizon 2016, le gouvernement espère la création de 50 000 nouveaux emplois. Mesdames et messieurs, le gouvernement est particulièrement heureux que ce projet soit le fruit d'une initiative locale menée par RLG. Et ce projet a un très grand potentiel de création d'emplois durables, en particulier pour les jeunes. Au Ghana, c'est le second projet destiné à attirer les startups et les créateurs du monde de la high-tech. De l'autre côté de la capitale, à Tema, se construit depuis mai 2012 un autre parc technologique. Plus focalisé sur l'incubation des jeunes entreprises du net, le parc de Tema devra à terme permettre de créer 10 000 emplois. Mais à la différence de ce dernier, financé par des fonds publics, Hope City est impulsé par une compagnie ghanéenne de télécommunications, RLG. Le gouvernement ghanéen n'était que l'un des initiateurs. Nous voulons que le secteur privé vienne et dirige le parc. Parce que le parc de Tema, lui aussi, a été imaginé par le gouvernement pour permettre au secteur privé de s'y développer. Pas seulement dans ces parcs, mais dans tout le Ghana, comme c'est le cas en Inde ou ailleurs. Les travaux de construction de Hope City sont estimés à 10 milliards de dollars. Un projet qui rappelle en plus modeste celui de Konza Technology City au Kenya. Entamé en janvier 2013, les travaux de celle qu'on appelle déjà la Silicon Savannah devraient durer jusqu'en 2033 et coûter 14,5 milliards de dollars. À Nairobi comme à Accra, le pari financier est donc de taille et la compétition pour attirer les créateurs de demain est lancée. Alors, Monsieur Batana, vous l'avez vu, c'est quand même assez fou un projet comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure.
le Ghana s'y est lancé. Et c'est quand même aujourd'hui des projets un peu fous qui sont lancés un peu partout pour la conquête de l'informatique, de l'Internet. Encore une fois, ça démontre l'importance qu'on a aujourd'hui pour la chose, M. Batana. Tout à fait. Le projet du Ghana rappelle ceux déjà existants. Le plus célèbre, c'est la Silicon Valley aux États-Unis. En Angleterre, il y a un projet comme ça qu'on appelle Cambridge Science Park. En Égypte, il y a Smart Village. Et en Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle Innovation Hub. Mais ce qui est nouveau, c'est que les pays africains subsahariens se sont lancés à leur tour dans la construction des parcs technologiques. C'est quoi l'objectif du parc technologique? L'objectif, c'est de promouvoir l'innovation. C'est de faire, de promouvoir le transfert technologique. Parce que quand on construit ces villes-là, il va y avoir des experts venant des autres pays, tout ça, qui vont travailler avec les nationaux, et ça va permettre aux nationaux, justement, de maîtriser la technologie. Donc, l'objectif d'un parc technologique, c'est 1, transfert de technologie, 2, innovation, 3, création de richesse. Et le parc technologie de Hope City au Ghana, donc je disais qu'il va y avoir 6 gratte-ciel au cœur de la nouvelle ville qui va être construite à 30 minutes à l'ouest de Dakar. On parle de l'une des plus grandes tours en Afrique. Donc le premier building aura 75 étages. Les 2 autres auront 60 étages et 3 autres immeubles auront 42 étages. Ça fait 6 buildings dans une ville nouvellement créée qui va abriter plus de 25 habitations. Il y aura des habitations pour 25 000 personnes et des bureaux pour, donc, d'après les statistiques, ils vont accueillir 50 000 travailleurs en 2016 en informatique. Signalons que depuis mai 2012, il y a déjà un parc en construction à Tema qui, là-bas, on espère 10 000. On attend d'avoir créé 10 000 emplois. Alors, le parc de Hope City a 5 000, c'est un investissement de 5 000 milliards de francs CFA qui va être exécuté sur 3 ans. D'où vient l'argent? Alors, cela dit, M. Batana, avant peut-être d'en arriver, c'est quand même important quand on voit beaucoup de sous aujourd'hui qui sont injectés dans l'informatique, dans le développement de l'informatique. Ça laisse quand même à penser, M. Batana. Oui, ça veut dire tout simplement qu'il va avoir, c'est-à-dire qu'il va avoir de nombreux projets d'informatisation de l'Afrique. Et c'est pour ça que, alors, comme je le disais à Hope City, ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est les privés qui ont mis l'argent. RLG, qui est la société d'État du Ghana, elle a mis 30% sur les 5 000 milliards. Le reste de l'argent vient d'où? C'est les grandes firmes informatiques mondiales qui viennent mettre de l'argent parce que les gens sont convaincus que l'Afrique va démarrer un processus d'informatisation à grande échelle. Donc, il faut avoir des succursales ici pour participer à cet événement-là. Donc, le jour de l'inauguration, il y avait le vice-président de Microsoft, le même Microsoft qui a publié ce type de statistiques sur le Ghana. Donc 5 000 milliards d'investis, 30% assurés par la société d'État ghanéenne qui s'appelle RLG. Cette société, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une société spécialisée dans le montage des ordinateurs, laptops, smartphones, tablettes et téléphones tout simplement. Donc c'est ce métier que la société l'a fait et c'est elle qui a lancé. Donc évidemment le gouvernement va donner le territoire et tout ça, mais ce qui donne davantage d'espoir, c'est que c'est un investissement privé. Quand les privés mettent de l'argent, c'est qu'ils ont confiance qu'en fait, il va y avoir de grands travaux en Afrique. On aura besoin de beaucoup de main-d'œuvre en informatique, de la main-d'œuvre qualifiée. Bon, alors ça c'est le cas de Konza. Effectivement, nous parlions de Hope City du Ghana, mais à côté, peut-être un peu plus loin, au Kenya, il y a des projets un peu plus, encore plus ambitieux que celui du Ghana. Alors, le projet du Kenya est même de loin plus ambitieux que celui du Ghana. Et il a commencé même avant celui du Ghana. Il a commencé en mars. Un projet ambitieux qui a commencé en mars. On va donc suivre l'élément ensemble sur ce projet, ce parc informatique qui aujourd'hui permet quand même au Kenya de faire figure de géant en Afrique en matière d'informatique. With an emphasis on sustainable living and cutting-edge design. En 2011, le gouvernement kenyan a annoncé sa vision du parc technologique Konza Technology City, conçu pour tirer profit de son économie en pleine croissance, de l'essor grandissant du secteur technologique dans le pays et surtout de sa population bien éduquée. La vision de Konza Technology City suscite déjà un incroyable intérêt chez les investisseurs et les firmes informatiques mondiales. Déjà, les médias ont surnommé Konza Technology City Silicon Savannah par analogie à Silicon Valley en Californie aux États-Unis.
Konza Technology City permettra sans doute au Kenya de rivaliser avec l'Inde et la Chine comme un géant du monde high-tech. Et il est clair qu'une cité avec de telles infrastructures en nouvelles technologies de l'information et de la communication attirera n'importe quel investisseur international. En 2010, le gouvernement kenyan a mis en place une commission nationale et commis un parterre d'architectes en vue de concevoir un plan de développement du parc technologie de Konza Technology City. Une maquette montra comment la construction de la cité technologie, conçue en 4 phases, va progresser pour s'achever en 2033. Le gouvernement a validé ce plan de construction de la ville et les travaux ont commencé en janvier 2013. À l'œuvre, un consortium d'architectes, d'urbanistes, d'agences immobilières et de spécialistes en tout genre qui ont travaillé dans la conception et la construction des villes phares du monde. Les objectifs sont ambitieux. Le Kenya construit une ville durable à l'architecture ultramoderne et à la technologie avant-gardiste à partir de zéro. Ce projet de Konza Technology City a été rendu possible grâce au partenariat public-privé. Le gouvernement construit l'infrastructure nécessaire pour connecter la cité technologique au Kenya et au monde entier. Déjà, un certain nombre de compagnies locales et internationales se sont portées candidates pour investir à Konza Technology City. Le projet Konza Technology City est un projet global qui a toutes les infrastructures en termes de bureaux, de centres commerciaux, de parcs de loisirs et de maisons d'habitation. Bref, il y a tout pour satisfaire tous les besoins d'un investisseur. And designed to be a great place to live, a great place to work, and a great place to do business. Kenya as a country is ready. Konza Technology City a été conçu pour être un endroit idéal pour travailler, vivre, s'amuser et faire les affaires. Le Kenya est prêt pour faire du business. La vision de la Silicon Savannah est enfin devenue une réalité. Le moment est venu de s'y accrocher. Vous l'avez vu, M. Batana, encore une fois, que les États africains mettent en place des projets de cette envergure, M. Batana, vous êtes d'accord avec moi que c'est presque une folie, hein? Oui, justement, et je vous annonce que les gouvernements nigériens, rwandais, ougandais et tanzaniens sont en train de préparer leur propre projet de technopole. Alors, Konza Technology City, qu'on appelle la Silicon Savannah, par analogie à Silicon Valley aux États-Unis. Alors, leur ambition, c'est de pouvoir créer donc un parc technologique capable de rivaliser avec les Indiens et les Chinois dans le domaine informatique. Ça fait 7250 milliards de francs CFA d'investis. Là aussi, l'argent va venir des privés. Là, le gouvernement aussi participe un peu dans la construction. Et ils vont construire la ville en plusieurs étapes, en 4 étapes. Et toute la ville que vous avez vue là, ça c'est la figure de la ville en l'an 2000, d'ici 20 ans. Mais ils vont mettre 7250 milliards de francs CFA. Et là, ça va créer 300 000 emplois en informatique, justement. Alors, ce qui, justement, en clair, veut dire qu'aujourd'hui, investir en informatique, c'est quelque part aussi créer de l'emploi, créer de la richesse, monsieur Batana. Tout à fait, tout à fait. Et je peux vous dire, je pense qu'avec le gap qu'il y a aux États-Unis, étant donné qu'en informatique, enfin, nous avons vu avec les chiffres de Microsoft confirmés, donc ou tirés de l'Agence nationale de l'emploi des États-Unis, il va, à l'horizon 2020, il y aura 1 million d'emplois qui seront sans travailleurs qualifiés aux États-Unis. Donc les pays africains qui prennent de l'avance, comme le Ghana, le Kenya, qui construisent des parcs technologiques, justement qu'au titre des emplois, il va y avoir outsourcing, c'est-à-dire que certains emplois vont être envoyés aux gens ici qui vont travailler dessus. Ça veut dire que ces parcs technologiques-là vont contribuer à travailler non seulement pour les projets africains, mais aussi travailler sur les projets américains. Donc c'est extrêmement intéressant à savoir. Ça, c'est pour dire à la jeunesse qu'au lieu de se plaindre du chômage, il vaut mieux se mettre debout. Chercher très tôt, oui, et connaître c'est quoi les domaines où on aura besoin de gens. Justement, à propos, quand on voit tous ces projets, on se demande quelles sont les compétences qui seront recherchées dans 20 ans, peut-être quand le projet de Konza aura complètement vu le jour. Quelles sont les compétences dont on aura besoin en ce moment? Tout à fait. Alors, il y a un élément important que je voulais rappeler. Dans le parc technologique de Hope City, qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Il y aura une université informatique de classe internationale.
il y aura un centre de recherche et développement en informatique. Il y aura des usines de montage en matériel micro-informatique. Il y aura un centre de formation. Donc, le centre de formation, par opposition à l'université technologique, c'est que le centre de formation, en général, c'est des formations post-universitaires. Et ça s'adresse aussi au grand public. En fait, on pense que demain, quel que soit le métier, les cadres devront avoir une certaine compétence dans le domaine informatique. Donc, effectivement, ça va créer beaucoup d'emplois. Ça va créer beaucoup d'emplois. Et quels sont les domaines? Alors, le premier, on va citer tous les domaines, on va prendre les grands groupes de domaines et on va aller en détail. Mais globalement, ce qui va se passer, il va avoir la sécurité informatique et il va avoir le développement logiciel. Les deux grands domaines qui vont être... Alors ça pourra peut-être paraître... quand on parle de sécurité informatique aujourd'hui, à quoi ça réfère-t-on concrètement pour les néophytes qui ne comprennent pas? Alors, la sécurité informatique, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'assurer la confidentialité de l'information, d'assurer son intégrité. La confidentialité, c'est-à-dire que seules les personnes autorisées peuvent avoir accès à l'information. Je dis bien, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'assurer les fonctions suivantes. La confidentialité de l'information. Seules les sources autorisées peuvent avoir accès à ces informations. L'intégrité de l'information. Seules les sources autorisées peuvent modifier une information. Et la disponibilité de l'information, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'information disparaisse. En gros, c'est les trois. Et c'est un domaine extrêmement vaste. Extrêmement vaste. Et pour en arriver là, ça veut dire que vous avez une compréhension très large de l'informatique pour se spécialiser dans la sécurité informatique. Donc, à part la sécurité informatique... Alors, pour justement parler là de l'importance de la sécurité informatique, on le voit avec l'affaire Snowden aux États-Unis, avec notamment la NSA, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, maîtriser l'informatique et assurer la sécurité informatique. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque vous avez des ordinateurs qui sont connectés à Internet, quand ils ne sont pas sécurisés, c'est exactement comme s'il y avait une ville où il y a des maisons et les portes et les fenêtres ne sont pas fermées, les douches, tout c'est ouvert et les gens peuvent faire exactement les mêmes choses que dans une ville où il y a des maisons sans porte. Donc ça veut dire que plus Internet va se développer, plus les administrations et l'Afrique va s'informatiser, plus la problématique d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information va se poser. Donc, alors, j'ai dit qu'il y a 4 groupes de fonctions qu'on va prendre un à un et montrer où se trouvent les emplois. Mais dans les 4 groupes de fonctions, de spécialisation, les groupes phares où il va y avoir beaucoup d'emplois pour les jeunes, ça va être le génie logiciel et la sécurité informatique. Alors, le génie logiciel, ce n'est pas à confondre avec les fonctions d'analyse programmeur, parce que ça va plus loin. Ça veut dire que il faut être analyste programmeur, ensuite pousser les études très loin pour être un bon ingénieur en logiciel. Parce que ce qui va se passer, si vous êtes un développeur et vous avez un niveau intermédiaire, à cause du phénomène de cloud computing, vous risquez de devenir un utilisateur avancé seulement. Donc, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 4 groupes de fonctions en informatique. Et je pense qu'avant la fin du siècle, l'Afrique sera totalement autonome dans ces 4 domaines-là. Le premier, c'est le développement des applications. Okay? Ça comporte les postes de génie logiciel, d'analyse programmeur et tout ce que vous voulez autour. Il va avoir beaucoup d'impact parce qu'il va falloir informatiser les business process. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle l'intégration de solutions. L'intégration de solutions, à quoi ça consiste? Il faut des spécialistes en intégration de solutions. L'intégration de solutions, c'est que vous avez des serveurs, des routeurs, des firewalls, des équipements de toutes sortes qui sont fabriqués et avec des codes dedans. Okay? Et maintenant, il est question de les prendre, de les mettre ensemble pour réaliser un certain nombre de fonctions pour une entreprise ou pour une nation. C'est ça l'intégration de solutions. Là-dedans, il y a 6 groupes de métiers dans ce grand groupe-là qui vont être très demandés. Le premier, ça va être un expert des data centers. Être un expert des data centers, je suis obligé d'utiliser des mots techniques parce que ce langage, ça pourra peut-être... Tout à fait, ce langage s'adresse aux informaticiens. Ouais. Ça veut dire que vous devez maîtriser les technologies SAN, Storage Area Network, vous devez maîtriser les systèmes Unix et Linux, vous devez maîtriser les technologies de cloud de haute disponibilité ou de load balancing, vous devez maîtriser les bases de données, vous devez maîtriser la virtualisation, etc. Ça, c'est les spécialistes de data center. Parce que quand on informatise les entreprises, là où les données sont stockées, c'est ça qu'on appelle le data center. Alors, par rapport à toutes ces compétences dont vous venez de parler, est-ce que sur le terrain déjà, on n'a pas des formations qui, justement, vont dans ce sens-là et qui peuvent alors, si vous permettez, je vais lister quand même, parce que ce qui intéresse les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de savoir dans quel domaine se spécialiser. Et après, on va voir s'il y a des formations qui sont offertes. Donc, je prends le premier groupe, c'est les intégrations de solutions. Premier groupe, première fonction,
il y a être un spécialiste de data center. 2, il faut maîtriser les systèmes de gestion de messagerie, c'est-à-dire les systèmes email. 3, il faut maîtriser les systèmes de communication unifiée, c'est-à-dire que les appels téléphoniques et les communications vidéo dans la prise informatique ou sans fil. Ensuite, il faut maîtriser justement la sécurité informatique, qui est dans l'intégration de solutions en réalité. Et ensuite, il faut ceux qui développent les compétences pour gérer les contenus web, audio-vidéo. Ça, ils seront très très demandés aussi. Et ceux qui vont se spécialiser dans le développement d'applications pour les mobiles, c'est-à-dire que ce soit sur les smartphones, sur les tablettes ou sur les téléphones mobiles tout court. Ça aussi, c'est un domaine où il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc là, je viens de parler du premier groupe qui est intégration de solutions. Nous avions déjà parlé de développement d'applications. Maintenant, il va y avoir aussi des jobs dans le secteur, un secteur tout nouveau pour l'Afrique, c'est-à-dire que l'assemblage micro-informatique. Comme vous le voyez, au Ghana, il y a une entreprise qui est RLG. C'est qu'au fur et à mesure que la demande en ordinateur va être très importante, il va falloir, c'est qu'au lieu d'importer des matériels, enfin des ordinateurs déjà assemblés de l'extérieur, il va falloir acheter les pièces détachées et les assembler en Afrique. Donc, et ça a déjà commencé dans certains pays. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Et le dernier verrou qui va sauter, et déjà, quand vous prenez des universités comme NOST, vous savez que comme Nkrumah University of Sciences et Technology à Kumasi, au Ghana, ils fabriquent déjà des puces. Ça va être véritablement le dernier verrou. Mais comme les Américains sont déjà très très présents là-dessus, déjà si on maîtrise les 3 premiers groupes de fonctions et ensuite on passe à la 4e, c'est-à-dire que la fabrication des circuits intégrés, des processeurs et des choses comme ça. Comme l'informatisation va se faire à grande échelle en Afrique, voilà les 4 groupes de fonctions. Pour ceux qui voudraient des détails, peuvent nous approcher, on va le leur dire. Alors certainement, mais monsieur Batana, avant peut-être que ces jeunes ne vous approchent, c'est peut-être là aussi le compte. On remarque qu'ils ne sont pas souvent informés, ces jeunes-là, sur toutes les possibilités que vous venez d'informer. C'est un mal aujourd'hui aussi pour la jeunesse. C'est un mal. La responsabilité est partagée, les jeunes et nous-mêmes. Alors, dans la vie, pour développer les compétences, il faut être inspiré. Pour être inspiré, il faut être informé. Les jeunes ici, ils ont le potentiel, ils ont les capacités, mais ils ne sont pas informés. Et souvent, les gens n'ont pas une formation complète qui leur permette demain de compétir avec nos voisins ghanéens, les Kenyans et les autres. Parce que demain, quand il va y avoir des projets à grande échelle, on va vouloir des gens très compétents, peu importe d'où ils viendront. Donc, je vous donne un exemple. Au cours du dernier trimestre, j'ai animé pas mal de séminaires à destination des jeunes. J'arrive dans une salle, il y a 200 participants, tous des étudiants. Je pose une question. Je dis, je suis venu vous apporter des informations. Mais quand même, avant ça, je voudrais vérifier quel est votre niveau d'information. Je demande, qui sait que le gouvernement est en train de reconstruire une nouvelle aérogare à Lomé? Et si vous savez, dites-moi quel est le budget. Silence radio, pas un seul. Vraiment. Pas un seul. Ce sont 15 milliards mis pour bâtir une nouvelle infrastructure qui aura un impact sur les emplois même des jeunes. Mais ils ne sont même pas au courant qu'on est en train de faire quelque chose comme ça. Or, l'information existe. Donc, du coup, ils se posent la question de savoir, mais pourquoi? Je pense que les gens doivent aller vers l'information. L'information existe. Il y a les sites web qui sont là, les journaux télévisés en parlent, je ne sais même pas. Il faudrait que nos jeunes réapprennent à suivre les journaux télévisés. Même quand on n'a pas le temps, il faut aller écouter. Parce que si vous ne savez pas que depuis quelques semaines, Ethiopian Airlines a fait du Togo le hub pour le fret aérien, si vous ne savez pas que désormais, il y a un vol direct entre le Togo et Rio de Janeiro au Brésil, et que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest qui vont vouloir aller là-bas, ils vont transiter par le Togo. Mais si vous voulez vous lancer dans les affaires, vous n'êtes pas informé. Quel type de business vous pouvez monter pour avoir de l'argent? Alors, si telle est la situation, M. Batana, que faut-il faire aujourd'hui pour remettre la jeunesse sur la route de l'innovation et de la recherche? Déjà, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est déjà un pas. C'est-à-dire que ça veut dire que chaque spécialiste doit pouvoir annoncer l'information. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent même pas que l'Afrique de l'Ouest importe, enfin, des jeunes étudiants qui ne savent pas que l'Afrique de l'Ouest importe 60% de ses besoins en riz et que le Togo importe 50 000 tonnes de poissons par an alors qu'on ne produit que 25 000, on en a besoin de 75 000. Toutes ces informations-là, normalement, il faut les avoir et puis savoir, mais d'abord, même pour choisir sa spécialisation, il faut être informé de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui risque de se passer demain? Parce que c'est avec ces informations qu'on bâtit sa carrière.
Donc, l'exemple, c'est ce que, par exemple, sont en train de faire. Et faire on parle aujourd'hui d'une jeunesse complexée, M. Batana. Et là, justement, il y a un boulot à faire et rendre la jeunesse plus décomplexée. Une jeunesse qui ose, qui prend l'initiative, qui avance. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour construire le Togo. Oui, je pense que les aînés ont probablement un travail à faire. Voyez-vous, tout à l'heure, peut-être qu'on va vous montrer 3 jeunes Ghanéens qui ont été formés au Ghana en informatique, qui ont créé une société, ils sont allés créer une société dans la Silicon Valley, en Californie. Alors, je vais peut-être vous interrompre. Le temps peut-être que nous suivons cette vidéo. 3 Ghanéens, vous l'avez dit, qui ont été formés au Ghana et qui sont aujourd'hui à la tête d'une grande firme informatique aux États-Unis. Il y en a qui ont moins de 25 ans sur les 3 fondateurs. On suit la vidéo et derrière on revient pour en parler avec vous sur le plateau, M. Batana. Meet 3 of Ghana's brightest tech minds. In just over 2 years, David Osei, Philip Sefa and Camille Nabong have taken their web-based startup company, Dropify, from the classroom in Ghana to California's technology capital, Silicon Valley. Actually, I've never thought of moving to the Valley as soon as this because basically we want to build a global startup company right from Ghana that is going to service the whole world. But coming to the Valley is definitely a step ahead of what we imagine. C'est un rêve qui est devenu réalité pour nos 3 jeunes entrepreneurs formés à Meltwater Entrepreneurial Schools of Technology MUST à Accra au Ghana. Cette école prend des diplômés en informatique, business administration, sciences sociales et en ingénierie à qui l'on donne une formation en 2 ans pour en faire des créateurs d'entreprises en génie logiciel. Je ne nous imaginais pas à Silicon Valley en ce moment car nous avons conçu une entreprise pour servir le monde entier à partir du Ghana. L'idée aboutit à la création de Dropify. C'est un portail web qui aide les entreprises à analyser à travers les feedbacks laissés via les formulaires, nous contacter les statistiques, tendances et émotions des clients. David m'a approché pour m'informer qu'il a réalisé que les entreprises traitent mal les informations que les visiteurs de leur site web laissent sur les formulaires et qu'il pense qu'il y a une opportunité sans précédent de devenir riche en créant une entreprise pour régler ce problème. Quand une entreprise se connecte sur notre compte, sur notre portail web, voici la première page qu'il voit. All the messages that have been coming in, we analyze the tone of the text that the customer sends. So whether customers are getting angry or happy or it's a neutral sentiment, you get to know all of that. Dropify est aussi interfacé avec les médias sociaux tels Facebook, créant ainsi différents canaux pour contacter les clients. Ce sont des informations statistiques qui permettent de comprendre ce qui s'est passé au cours des 30 derniers jours. Ils ont accès aux différents messages laissés par leurs clients ainsi que les requêtes non résolues. Ils peuvent ainsi apprécier si les clients sont satisfaits ou non. Dropify a gagné le prix des top 500 startups de la Silicon Valley cette année. Vraiment, ce prix nous a tous surpris. Nous sommes retournés dans l'université qui nous a formés au Ghana pour dire aux étudiants que Dropify, notre compagnie, va désormais faire partie des sponsors qui financent les étudiants qui souhaitent créer leur entreprise. Nous avons été pris presque par surprise. Nous avons pris tout ceci comme un défi. Dropify also took first place in the global startup open competition in 2012 and won the top prize funded by the US-based Kaufman Foundation. The team flew to Brazil earlier this year to claim that award and met David McClure, the founder of 500 Startups. About twice a year, 500 Startups picks a group of about 30 companies to fund and bring them together for a 4-month business-like boot camp. From marketing strategies to sales tactics, companies learn how to grow their business and attract investors. Osei didn't hesitate to lobby McClure. The company now has more than 6,000 clients in more than 30 countries, and they hope to expand their company globally with the skills and knowledge they've acquired from the 500 Startups program. 5 years from now, we should have an IPO. Yeah, so we saw the... Oui, je sais que l'année dernière, par exemple, il y a eu une offre de rachat de Facebook. Pour l'instant,
Nous nous focalisons sur les marchés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Notre ambition est de revenir au Ghana pour nous positionner comme leader dans le cloud computing. D'ici là, la construction du parc technologique Hope City au Ghana sera achevée. Monsieur Batana, nous venons de voir là une jeunesse, ce qu'on appelle une jeunesse décomplexée, qui a arrivé un moment, a pris son destin en main. Et quand on se rend compte que tout est parti pour ces jeunes depuis le Ghana, c'est quand même impressionnant aujourd'hui. Tout à fait. Ceci nous montre que nous avons du travail à faire. Il est indéniable, avec le peu d'expérience que nous avons sur le terrain ces dernières années, les gens ont le potentiel, la capacité. Mais le potentiel, la capacité, c'est une promesse. On ne fait rien avec. Il faut bâtir une couche, il faut que les gens soient informés, il faut qu'ils soient décomplexés, il faut qu'ils soient bien formés. Ces jeunes-là, qui ont, deux ont visiblement moins de 25 ans, d'où ils sont sortis. Ils sont sortis d'une école qui prend des gens diplômés des universités, qui les forme pendant 2 ans. Un peu comme un centre de formation. C'est un centre de formation. Alors, les étudiants là-bas, on ne les appelle pas... En fait, ces gens, ils sont d'abord diplômés des universités. Ils peuvent venir, l'école qui les a formés, ils peuvent venir de... Il y a des gens qui ont fait, par exemple, la gestion, d'autres qui ont fait... Enfin, la gestion des entreprises. Il y a des gens qui ont fait les finances, l'expertise comptable, l'informatique. Il y a des gens qui ont fait les sciences sociales, telles les statistiques et tout ça. On les prend à la sortie de l'université et on les forme pendant 2 ans, en 3 phases. La première phase s'appelle la formation, la deuxième phase s'appelle l'incubation et la troisième phase s'appelle le parrainage. Pendant l'incubation, ils suivent une formation et dans la phase d'incubation, alors ces jeunes, ils sont mis dans le même immeuble. Là où ils vont à l'école, c'est là-bas qu'ils dorment. C'est pour faciliter le contact entre ceux qui ont fait l'expertise comptable, ceux qui ont fait de l'informatique, pour que les idées germent pour créer de nouvelles sociétés. Dans la phase d'incubation, qui est la phase numéro 2 de leur formation, on essaie de faire en sorte qu'émergent de nouvelles entreprises. Que ce soit quelqu'un qui émerge, il fait une entreprise, il va embaucher les autres, ou bien il se met en groupe et il crée une entreprise. Et dès que cette phase est achevée pour une personne ou un groupe, on passe à la phase de parrainage. Et là, l'institution a un budget de 15 millions à 150 millions de financement. C'est-à-dire que si vous avez un projet complètement auquel on croit, on vous finance et vous partez et on prend une nouvelle promotion. C'est tout un travail qui est fait derrière. C'est tout un travail. Une formation depuis le départ au Ghana. Tout à fait. Donc, vous voyez, quand quelqu'un sort d'un diplôme d'informatique, ce n'est pas un homme d'affaires qu'on a formé. On a formé un ingénieur. Or, pour qu'il y ait progrès, il faut des hommes d'affaires. Donc, à l'école, on n'appelle pas ça. Les participants à ce programme, on ne les appelle pas des étudiants, on les appelle des entrepreneurs en formation. Ok? Et donc, on prend des ingénieurs et des gens diplômés d'autres domaines et qu'on forme en 2 ans. Donc, à part le développement des applications, dans la plupart des domaines de l'informatique, normalement, on n'est pas directement utilisable quand on sort de l'université, que ce soit ici ou aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous finissez l'université, quand bien même l'enseignement est très très spécialisé, très professionnalisé, vous avez besoin d'une année qu'on appelle internship et où on vous spécialise sur votre poste de travail. Donc, en gros, ça veut dire qu'il faut la formation. Il faut des formations spécialisées pour doter des gens de savoir-faire, en fait. Alors, sans transition, nous allons peut-être aborder la deuxième partie de cette émission consacrée justement à votre cabinet informatique IPNet Expert, qui aujourd'hui répond quand même à ce besoin de formation, qui arrive à transmettre cette connaissance pratique à la jeunesse. Présentez-nous brièvement, Monsieur Batana, IPNet Expert, et dites-nous les formations disponibles qu'on peut trouver. Tout à fait. Alors, nous sommes un cabinet informatique, c'est-à-dire que on participe, on exécute des projets d'informatisation d'entreprise, on a des contrats de support et de conseil avec les entreprises. Notre métier, c'est d'informatiser les entreprises et de vendre les systèmes, d'aller les installer, les paramétrer et les mettre en service. Mais en même temps, nous assurons les formations. Alors, jusqu'alors, ce que les gens connaissent, c'est les formations Cisco, Microsoft, Oracle et Linux qu'on dispense. Mais à partir de 2014, nous allons lancer de nouveaux programmes de formation. Ça ne va pas être des cours, des modules individuels que les gens vont suivre. Les cours individuels vont exister. Mais on va lancer 3 nouveaux programmes de formation. Le premier, c'est ce qu'on appelle le programme de formation d'administrateur réseau système en 15 mois.
c'est une formation pratique sur 15 mois pour quelqu'un qui est déjà diplômé BTS, licence professionnelle ou master, qui vient, il suit 15 mois de formation. Vous êtes étudiant ou cadre d'entreprise. Pour vos formations Cisco, Microsoft, Linux, Oracle, adressez-vous à IPNet Expert SA, le plus grand laboratoire de test de nouvelles solutions informatiques de l'Afrique noire francophone. Avec ses salles de formation équipées de machines haut de gamme, ses enseignants compétents et ses bibliothèques à la disposition des étudiants, IPNet Expert vous offre le meilleur cadre pour une formation informatique spécialisée. Vous avez aussi d'autres formations. Je parlais de ceux qui sont débutants en informatique. Tout à fait. Alors, avant de revenir pour détailler le programme de formation administrateur réseau système sur 15 mois, je vais vous donner quand même la liste les 2 autres programmes que nous avons mis en place. Ouais. Nous avons mis en place un programme de formation qu'on appelle informatique pour collégiens, lycéens, étudiants et autodidactes. Ça, il y a 3 objectifs là-bas. Le premier objectif, c'est de l'initiation informatique. C'est-à-dire que le niveau minimum auquel tout cadre ou élève doit être aujourd'hui en informatique. Si vous prenez les pays comme l'Angleterre, même aujourd'hui au cours primaire, on enseigne l'informatique. Mais ce programme-là concerne les élèves qui sont déjà autour de 10 ans, classe de 6e, jusqu'en terminale. Il y a à peu près 9 cours. Alors, quel est le but Le premier but, comme je l'ai dit, c'est l'initiation informatique. Le deuxième but, dans ce premier groupe, on va identifier des gens qui vont probablement aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire être un utilisateur averti de l'ordinateur. C'est-à-dire que demain, étant donné que l'ordinateur va avoir beaucoup d'importance dans le métier de chacun, comment pouvoir s'en servir et ne pas faire tout le temps appel aux informaticiens lorsqu'on a des petits problèmes sur son ordinateur. Ça, c'est la phase utilisateur avancé. L'objectif utilisateur avancé. Maintenant, dans le groupe, il y a un dernier objectif. Certains modules de formation visent à atteindre un 3e objectif, c'est-à-dire que les gens qui veulent faire l'informatique à l'université, il y a des formations qui sont adaptées pour eux, ils peuvent commencer à le faire aujourd'hui. Ou bien d'autres personnes qui veulent devenir des banquiers, des experts comptables et tout ça, mais qui veulent avoir une maîtrise, une compétence en informatique, ils vont suivre un niveau plus avancé de formation. Donc nous avons 9 cours. Mais je souhaiterais revenir quand même en détail sur le programme administrateur réseau système qui est comparable et qui est en intégration de solutions, ce que l'école de Ghana fait pour le génie logiciel. Alors, si je reviens... Alors, le 3e programme, quand même, il faut en parler. Le 3e programme, ça s'appelle informatique pour cadres non informaticiens. C'est-à-dire que demain, si vous êtes contrôleur de gestion ou expert comptable, vous arrivez dans une entreprise, vous voulez faire votre travail, les pièces comptables ne sont plus dans les registres, c'est dans les machines. Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas la maîtrise des nouveaux outils, vous êtes devenu du coup l'analphabète du XXIe siècle. Alors c'est clair, hein, que ce soit pour le métier de secrétariat ou n'importe quel métier, c'est clair que dans les années à venir, l'informatique va s'imposer à tous les ordres de métier. Donc il est important à tous ces niveaux, vous l'avez dit, et c'est justement pour ça que vous offrez cette formation pour les cadres, qu'ils soient banquiers. Tout à fait, tout à fait. Alors donc je disais que le nouveau programme de formation qu'on a introduit, en plus des formations qui existaient avant, c'est le programme d'administrateur réseau et système. Ça, c'est 15 mois. Ça prend les gens déjà diplômés à l'université. Même si vous êtes bachelier, vous pouvez suivre ce cours-là, parce que c'est vraiment une formation pratique. Le 2e programme, c'est informatique pour collégiens, lycéens, étudiants et autodidactes. Le 3e programme, c'est l'informatique pour les cadres non informaticiens. En 2014, vers la fin de 2014, on va lancer un autre programme qui est un programme de formation complet pour une formation professionnelle en sécurité informatique. Mais ça va venir. Déjà, il faut que les gens maîtrisent l'administration réseau et système et les bases de données, tout ça, avant d'aller vers la sécurité informatique. Alors, revenons quand même à l'administration réseau et système. Dites-nous, qu'est-ce qui est fait concrètement à ce niveau en termes de formation? Concrètement là-bas, nous prenons des gens qui sont diplômés de l'université ou bien des gens qui ont le bac mais qui ne veulent pas continuer une filière classique de formation universitaire. Ils viennent en 15 mois, on les forme dans les laboratoires. Le premier trimestre, par exemple, il y a le cours de Windows 8. Il y a le cours... Nous avons, en fait, en gros, on forme les gens pour se préparer à 4 et 5 examens internationaux. Le premier examen, c'est le CCNA, Cisco Certified Network Associate. Ça dit que vous pouvez prendre les routeurs et les switches bâtir un réseau. Le deuxième, c'est le Microsoft Certified Solution Associate. Ça dit que quand vous êtes dans une entreprise, quel que soit le problème sur un poste de travail, vous savez le résoudre. Le troisième, c'est Red Hat Enterprise Linux.
Alors, Dieu sait que la plupart des sites web et des applications qui vont tourner dans nos pays seront sur Red Hat Enterprise Linux. Les bases de données, tout ça, ça va être sur Red Hat, les data centers, tout ça va être sur des machines Unix ou Linux. Okay? Et ensuite, la certification ITIL, ça veut dire que les méthodes de travail dans un environnement informatique. Donc, on prépare, c'est des examens internationaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en 15 mois, il faut qu'on prépare les gens qui passent 5 examens internationaux. Si vous passez l'examen de Microsoft, c'est Bill Gates qui vous envoie la certification. Ainsi de suite. Si vous passez l'examen de CCNA, c'est John Chambers qui vous envoie la certification. Nous, on n'a aucune prise là-dessus. Nous-mêmes, nous passons les mêmes examens que les gens que nous formons. Hein, parce que quand vous avez passé un examen, en général 2 ans, 3 ans, il faut le renouveler, il faut passer. Parce que sinon, on considère que vous n'avez plus la compétence pour travailler sur ce sujet. Alors, quand on voit, j'ai comme l'impression que c'est quand même un ensemble, c'est intégrer toutes ces formations-là. Le but, finalement, c'est de rendre les compétences. Le but, c'est que dans les pays francophones, on a du mal à comprendre la différence entre le but, le rôle, la mission de l'université et la mission des centres de formation. L'université donne les connaissances. Les centres de formation, ça veut dire que quand vous sortez de l'université, vous comprenez comment les choses marchent. Or, une entreprise qui veut embaucher un ingénieur, un technicien en informatique, on n'a pas besoin seulement que vous compreniez comment les choses marchent, sauf si vous êtes un dirigeant. Mais si vous devez aller déployer les solutions, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, vous puissiez les régler, c'est qu'on a besoin que vous sachiez marcher les choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez nous? On prend, dans le programme Admin Réseau, nous avons 3 cours professionnels dans la semaine, lundi, mercredi et vendredi. Vous venez, par exemple, le premier trimestre, vous faites le cours de Microsoft, vous avez un senior, un ingénieur qui vient, qui vous explique tout ça et vous faites un petit nombre de TP. Le lendemain, 4 heures, vous faites les TP, sous la direction d'un instructeur de travaux pratiques. L'après-midi, les laboratoires sont ouverts. Dans ces laboratoires-là, on ne fait pas le cours, mais ces laboratoires ont les mêmes équipements que les salles de cours. Vous voyez, ça fait un important investissement. Le lendemain, mercredi, vous venez, matin et après-midi, vous pouvez être dans le lab, vous vous organisez en groupe, vous travaillez seul. Mais c'est-à-dire que le lundi soir, il y a un cours donné par un ingénieur senior. Le mardi matin, vous venez 4 heures, vous faites le TP en présence d'un instructeur de TP. L'après-midi, vous pouvez revenir en groupe, faire les travaux. Parce que ce qu'on sait, les gens ont le potentiel, mais ils n'ont pas les outils, ils ne sont pas informés. Donc, il faut mettre les outils à leur disposition. Lundi soir, vous venez, vous faites le TP. Mardi matin, vous venez, vous faites le TP en présence d'un instructeur de TP. L'après-midi, vous pouvez revenir seul. Le mercredi, vous pouvez revenir en groupe, continuer. Mercredi soir, vous avez un autre cours. Et le jeudi matin, 4 heures de TP en présence d'un instructeur de TP. L'après-midi, vous pouvez revenir répéter. Vendredi, vous pouvez revenir continuer les TP toute la journée. Le vendredi soir, vous avez un cours théorique d'appui. Parce qu'en dehors de ces certifications, il y a 3 cours que nous avons décidé de reprendre. Parce que généralement, ces contenus ne sont pas actualisés dans les universités. C'est-à-dire qu'il y a par exemple le TCP/IP. Et là, ça fait peut-être, ça fait quelque part aussi la particularité de IPNet. La particularité, tout à fait. Vous venez de l'expliquer, c'est quand même une méthode de travail assez particulière. Une méthode de travail. C'est que notre expérience en tant qu'intégrateur nous a permis de voir que il va falloir reprendre ces cours-là. C'est-à-dire que le TCP/IP, c'est l'essentiel. Quand on est administrateur réseau et système, c'est vraiment la partie essentielle. Or, généralement dans les universités, les gens ne mettent pas trop d'action là-dessus, donc vraiment c'est pas. Si c'était, alors donc, mais si quelqu'un vient et qu'il pense qu'il connaît ça, il passe l'examen. Ce n'est pas nous qui composons. Il y a des examens internationaux qui montrent que vous avez ce niveau de connaissance. Si vous passez l'examen, ce cours n'est plus obligatoire pour vous. Il y a le cours sur les concepts fondamentaux sur les systèmes d'exploitation. Alors ça c'est la base même quand on veut travailler. Je vous ai dit que les spécialistes des data centers demain, on en aura besoin. Or, quand il faut maîtriser les bases sur les systèmes d'exploitation, hein, et les questions de virtualisation, les systèmes de fichiers, la gestion de la mémoire, quand on parle de tout ça là, parce que quand vous êtes administrateur système, c'est ce genre de choses que vous allez faire. Quand vous êtes administrateur réseau, votre mission dans une entreprise, ça va être de modifier les paramètres de TCP/IP des machines, que ce soit les serveurs, les routeurs, les firewalls, les systèmes de gestion de vulnérabilité, tout ça, c'est le TCP/IP. Donc, nous avons repris TCP/IP, concept fondamental sur les systèmes d'exploitation, et nous avons repris aussi un cours, c'est le cours sur l'architecture, l'architecture des ordinateurs. C'est-à-dire que, par exemple, comme les contenus à l'université ne sont pas actualisés, je vais parler, par exemple, quelqu'un vient, on dit, dans les data centers, il va être question de fiber channel, de SAN, des choses comme ça. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Oui, c'est-à-dire que, par exemple, demain, les grandes entreprises et les grandes institutions auront besoin de construire les centres de données, là où on stocke les informations. Mais pour des raisons de sécurité, on peut avoir un ordinateur à Cara, un autre à Lomé, un système de stockage là-bas, un autre là-bas. De sorte qu'en cas de désastre,
qu'on ne perde pas toutes les données. Donc vous voyez que alors, ça... je vais quand même vous poser une question, oui. Question très simple, M. Batana. Un élève, un étudiant ou un cadre qui sort de IPNet Expert, quelles sont les compétences d'office Aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un qui est certifié, c'est Sénat. Il est certifié, c'est-à-dire qu'il a la certification Cisco, c'est Sénat. Il a la certification Red Hat Enterprise Linux. Il a la certification Microsoft. Et il a la certification CompTIA Plus. J'avais oublié, la maintenance. C'est-à-dire que CompTIA Plus, c'est un examen que vous passez qui dit que vous savez réparer les PC. Alors, or, si vous avez cette compétence-là, ça veut dire que quand vous êtes sur les serveurs aussi, vous savez les réparer sur le plan matériel. Donc, si vous avez ça, plus la 5e certification qui est ITIL. ITIL, c'est une certification qui dit que vous connaissez la culture de travail dans un environnement informatique. Si vous avez les 5 certifications, vous pouvez prendre la route de Kansas City, vous pouvez prendre la route de Hope City, vous pouvez aller aux États-Unis, partout vous allez être employé. Par contre, si vous avez seulement un diplôme d'ingénieur, même issu d'une université américaine, vous allez avoir du mal à convaincre les employeurs. Par contre, quand vous avez un diplôme et vous ajoutez les certifications disent que vous savez faire marcher les machines. Le diplôme dit que vous comprenez comment ça marche. Si vous avez un poste de commandement, un poste de manager, le diplôme, ça suffit. Mais si vous devez intervenir sur des systèmes complexes, on attend de vous que vous ayez des réflexes. Quand il y a une panne, vous savez que vous devez appuyer ceci, vous avez tapé quelle commande pour que le problème soit réglé. Alors, en clair, il s'agit aujourd'hui pour IPNet, si je comprends bien, de préparer la jeunesse et ceux qui viennent justement se faire former à IPNet pour les grands défis informatiques de demain, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Regardez, si vous prenez le cas du Togo, alors si demain le gouvernement dit, ok, j'ai suffisamment construit les routes, je vais, comme l'infrastructure de e-gouvernement est finie, je vais me lancer dans l'informatisation massive de l'administration. Mais il y a de fortes chances que les jeunes ne soient pas préparés pour faire face à cette éventualité. Ça, je suis désolé. Je sais de quoi je parle. Parce que chaque jour, je sais qu'est-ce que les entreprises me demandent comme compétences et tout ça. Donc, il faut que les gens soient prêts. Parce que d'après les indiscrétions que j'ai, les Chinois, dans 1 an et demi ou plus tard, ils ont fini l'infrastructure physique pour accorder les ministères. Donc ça veut dire qu'avant cette période-là, il faut être prêt. Ceux qui ont besoin d'informations, qui viennent nous voir, on va leur dire, et si demain, s'ils constatent qu'on leur a menti, ça veut dire que nous-mêmes, nous aurons perdu notre propre crédibilité. On n'est pas dans les secrets des dieux, mais on est des analystes. On regarde, on observe qu'est-ce qui se passe au Ghana, qu'est-ce qui se passe au Kenya, qu'est-ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qu'on est en train de déjà faire, et on peut anticiper qu'est-ce qui va se faire demain. Là, nous avons parlé de programme d'administrateur réseau système. Nous avons introduit un programme de formation pour collégiens, lycéens, étudiants et autodidactes. Voyez-vous, quel est le contenu de ce programme de formation? Il y a, par exemple, quand quelqu'un est autour de 10 ans, on le prend, on lui fait une initiation informatique et on lui enseigne comment utiliser Internet pour accéder au savoir. Ça, c'est une vacance. Mais ça, les cours ont lieu tout le mois de juillet et août. Mais quelqu'un vient, il peut faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi, ça dépend. C'est des modules qu'on peut venir faire. Toutes les informations sont disponibles chez nous. Alors ça, initiation informatique, ça veut dire qu'il va faire un peu de Windows 8. Windows 8, il va faire un peu de Word, il fait un peu d'Excel, pas de PowerPoint, et il fait un peu d'Outlook. C'est tout. Après, le deuxième module, c'est comment utiliser Internet, les trucs comme Webex et les autres choses qui permettent à l'élève de se servir d'Internet comme un répétiteur. Ça, c'est dès la classe de 6e, on offre ça. Ça, c'est passe. Quand quelqu'un est déjà au-dessus de ce niveau, il passe au niveau supérieur. Là, il fait un cours propre de Windows 8. Ça veut dire que quand il a un ordinateur qui n'est pas dans une entreprise, s'il y a un problème dans Windows, c'est-à-dire que s'il y a un problème dans Windows, il va pouvoir le régler. Même étant élève. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des gens qui sont certifiés à 9 ans, 11 ans, parce que justement, toutes ces techniques-là s'inscrivent dans ce que nous appelons intégration de solution. Intégration de solution, c'est un jeu. Et or, les enfants aiment jouer. Vous mettez un enfant là-dedans, mais je suis sûr qu'au Togo, ici, nous, notre objectif, c'est de prendre, vous voyez, avant 5 ans, les gens auront la certification Microsoft Certified Solution Associate avant le bac. Chez nous ici. Les gens ont le talent. C'est d'ailleurs, il n'y a pas qu'en informatique que les gens ont le talent. Il y a la chanson, le football et tout ça. Donc, mais si on met en place des outils et un cadre pour lancer un peu les gens, il y aura des gens extraordinaires dedans. Et l'école qui forme, par exemple, les jeunes là, les Ghanéens pour aller étudier, en fait, les Ghanéens. Pour créer des entreprises aux États-Unis, employer les Américains, s'il vous plaît. C'est
qu'est-ce qu'ils regardent? Peu importe votre background, hein, on veut regarder que vous avez un intérêt très fort pour la technologie. Et parmi les étudiants de cette école aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, après le bac, il est allé pour enseigner. Et son frère avait un ordinateur. Il a appris à programmer en Visual Basic. Il a fait un programme pour une église. Après, il a fait un programme pour une école. Enfin, il a fait un programme pour gérer les écoles et tout ça. Son frère est allé monter ça dans son école a adopté ça. Donc, en réalité, pour qu'il ait la bourse pour aller étudier dans l'école, qui forme les gens, qui vont créer des entreprises aux États-Unis, c'est qu'on a regardé ça dans son CV. Mais il était un professeur de maths. Alors, nous tendons certainement vers la fin de cette émission. Le temps pour moi, M. Batana, de vous demander si vous avez un mot de fin par rapport à tout ce que vous venez de dire. Alors, je voulais, avant d'arriver au mot de fin, quand même dire que le programme informatique pour cadres non informaticiens, c'est pour tous les cadres. Il y a l'initiation informatique, il y a la maîtrise des outils de gestion électronique de documents, il y a la maîtrise des outils de gestion financière et comptable, gestion de projets, de stocks et des choses comme ça. Et il y a aussi les systèmes de gestion de e-éducation. Donc ça, c'est pour l'informatique, pour cadres non informaticiens. Maintenant, mon mot, ce que je voudrais dire aux gens, les cabinets prestigieux comme Gartner, McKinsey et les revues prestigieuses comme Financial Times et The Economist ne font que sortir des articles à répétition pour dire qu'enfin l'Afrique a décollé. Et qu'autour de 2030, nous aurons un niveau de développement semblable à celui de la Chine d'aujourd'hui. L'émergence des parcs technologiques, comme celui du Ghana, comme celui du Kenya, confirme que ce que les gens disent, c'est vrai. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais dire aux gens, aujourd'hui nous avons parlé de l'informatique. Je suis sûr qu'on peut dire exactement autant de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent arrêter de se stresser du chômage. Là, on doit plutôt se stresser comment faire pour avoir le savoir-faire et les valeurs entrepreneuriales pour régler les problèmes de notre société, pour nous enrichir. C'est ça la question de fond aujourd'hui. Donc, que les jeunes arrêtent de stresser. C'est vrai, il faut se stresser. Comment je vais trouver les moyens pour me former? C'est ça, ça devrait être la préoccupation des gens aujourd'hui. Donc, je suis sûr que dans le domaine de l'agriculture, c'est pareil. Dans d'autres domaines que je ne connais pas, c'est certainement qu'il y a d'autres domaines auxquels on peut ajouter. Et puis, dans le pays, il y a quand même pas mal de grandes choses qui sont en train de se faire, qui vont générer des emplois. Donc, il faut que les gens aillent vers les informations. Il faut que les jeunes cherchent à comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon pays, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui risque de se passer demain, et se positionner pour se sortir de la misère. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, Monsieur Batana. Je rappelle que vous êtes consultant en sécurité informatique, également DG de IPNet Expert, qui est un cabinet informatique, également un centre de formation. Alors, notre siège se trouve à l'Ossosime à Agbalé-Pedo. Nous sommes dans un immeuble de 7 étages. C'est un immeuble en construction. Mais déjà, si vous arrivez à l'Ossosime, vous prenez de GTA en allant vers Agbalé-Pedo, vous arrivez à l'Ossosime, vous regardez à votre droite, il y a un immeuble de 7 étages. Alors, les téléphones, le standard c'est 22 51 77 77 et 22 51 81 81. L'adresse email c'est ipnet@ipnetexpert.com. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Batana. Mesdames, Messieurs, c'est donc fini pour ce nouveau numéro de Éducation Plus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir chez vous.